Maintenant qu'on a défini correctement le déterminant dans une base comme étant l'unique forme n linéaire alternée qui vaut 1 lorsque vous la calculez en cette base, je vous rappelle que vous avez donc cette formule-là, qui est à connaître par cœur et qui sera surtout utilisée dans les exercices théoriques. On verra en pratique que dès que n est supérieur ou égal à 4, il existe d'autres moyens de calculer des déterminants. Donc je disais, maintenant qu'on l'a défini, on va voir les propriétés de ce déterminant. Alors on commence par le théorème 6, qui va nous donner en fait une base de l'espace vectoriel des formes n linéaires alternées. Donc vous avez E un K-espace vectoriel de dimension finie n, et B une base de E. Alors toute forme n linéaire alternée s'écrit comme un scalaire, en l'occurrence qui vaut f de b, fois l'application linéaire déterminant de b. Autrement dit, déterminant de b est une base de l'ensemble des formes n linéaires alternées. Donc b est une base de E, et déterminant de b est une base de l'ensemble des formes n linéaires alternées. Alors on va démontrer ce théorème 6. Donc on se fixe f, une forme n linéaire alternée sur E, et b une base de E. On va reprendre exactement les calculs qu'on avait fait dans l'analyse. Sauf qu'ici, c'est pas en supposant qu'une telle application existe, c'est on a pris une telle application. Donc je vous rappelle, on en était arrivé, pardon, je le retrouve, voilà, à cette forme-là. F de x1 xn est égal à ça. Okay. Où f est une application linéaire quelconque. Pardon, une forme n linéaire alternée quelconque. Alors je vous le remets, donc je vous ai remis les calculs ici. Cette formule-là, dans la démonstration 5, on avait utilisé l'hypothèse qui disait que ça c'était égal à 1, mais ici on ne le sait plus, puisque f est une forme n linéaire alternée quelconque. Donc on peut simplement dire que f de E1 en, c'est un scalaire qu'on écrit f de b, et toute la formule là qui est devant, eh bien c'est exactement la définition du déterminant dans la base b. Donc finalement, on a bien que f est égal à f de b fois le déterminant de b. Alors on va voir une application de ce théorème 6. Donc c'est le théorème 7 qui va être un équivalent un peu d'une formule de changement de base. Je m'explique. Vous avez b et b' qui sont deux bases de b, et bien le déterminant dans la base b' de n'importe quelle famille de vecteurs est égal au déterminant dans la base b' de b fois le déterminant dans la base b de cette même famille de vecteurs. Donc vous avez un peu une formule qui vous permet, quand vous connaissez le déterminant dans la base b, d'en déduire le déterminant dans la base b'. Donc qui est un peu une formule de changement de base, si vous voulez. Et d'ailleurs, on retrouve que le déterminant dans la base b' de b est égal à 1 sur le déterminant dans la base b de b', c'est-à-dire 1 sur, donc c'est l'inverse. Donc on retrouve un peu cette idée de inverse dans la formule de la matrice de passage. Bien sûr, ça n'a rien à voir parce que ce sont des scalaires et pas des matrices, mais c'est pour retenir un peu ce qui se passe. Alors on va démontrer ce théorème 7. Donc on a B et B' qui sont deux bases de E. Et on sait, en plus, que l'application déterminant dans la base B est une base de l'ensemble des formes n linéaires alternées. Bon bah ça tombe bien parce que le déterminant dans la base B' est une forme n linéaire alternée. Donc si on applique le théorème précédent, le 6, avec f qui vaut le déterminant dans la base B', on obtient que le déterminant dans la base B' est égal au déterminant dans la base B' de B fois le déterminant de B. La pseudo-formule de passage là que je vous ai annoncée. Et puis pour avoir l'égalité suivante, on va utiliser cette égalité entre deux fonctions pour des vecteurs particuliers. Donc si on calcule déterminant dans la base B' de la famille B', justement, on obtient déterminant dans la base B' de B fois déterminant dans la base B de B'. Sauf que le déterminant dans la base B' de B, par construction du déterminant, cette quantité vaut exactement 1. C'est comme ça qu'on a défini le déterminant et qu'on a garanti son unicité. Donc on se retrouve avec 1 qui est égal à ce produit. Et donc on retrouve bien l'égalité souhaitée, le déterminant dans la base B' de B est égal à 1 sur le déterminant dans la base B de B'. Là j'ai eu le droit de le mettre sous forme de fraction parce que grâce à cette égalité, je suis sûre que le déterminant dans la base B de B' n'est pas égal à 0. Alors on a une autre
utilisation de cette propriété, du fait que déterminant de B soit une base de l'ensemble des formes n linéaires alternées, c'est une caractérisation des bases. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant de calculer le déterminant d'une famille de vecteurs. Donc on a eu un K-espace vectoriel de dimension finie, on a B une base de E, et x1, xn une famille de vecteurs de E. Alors une famille qui a autant de vecteurs que la dimension, d'accord? Sinon ce théorème ne s'applique pas. Eh bien on a équivalence entre x1, xn est une base de E, et le déterminant de cette famille dans la base B est différent de 0. Et comme ce théorème est vrai pour n'importe quelle base B, en fait, une famille est une base si et seulement si son déterminant dans n'importe quelle base est différent de 0. Donc ça vous fait une nouvelle caractérisation des bases. On va démontrer ce théorème 8. Donc on se fixe B une base de E et x1, xn des vecteurs de E. Comme on veut démontrer une équivalence, on va raisonner par double implication. On commence par supposer que x1, xn est une base de E, donc on peut appliquer directement le théorème précédent, et on obtient que le déterminant dans cette base x1, xn de B fois le déterminant dans la base B de x1, xn est égal à 1, ça c'est ce qu'on a démontré précédemment, donc en particulier le déterminant dans la base B de x1, xn est différent de 0. Maintenant on passe à l'autre sens, 2 implique 1, et on va raisonner par contraposé en supposant non 1. C'est-à-dire on suppose que x1, xn n'est pas une base de E. Ce n'est pas une base et elle a le même nombre de vecteurs que la dimension, donc ça veut dire que ce n'est pas une famille génératrice ou que ce n'est pas une famille une famille libre. Donc en particulier, la famille x1, xn est une famille qui est liée. Bon, mais sauf que les formes alternées, vous savez comment elles se comportent sur les familles liées. Donc, le déterminant dans la base B, comme c'est une forme alternée, eh bien, le déterminant dans la base B de x1, xn est égal à 0. Et donc, par contraposé, vous avez bien que si le déterminant est différent de 0, alors la famille x1, xn est une base. Donc, ça vous fait une caractérisation des bases. Vous allez le faire sur l'exemple 8. On veut montrer que cette famille est une base. Vous avez deux méthodes. Soit ce que vous connaissiez avant, c'est-à-dire montrer qu'elle est libre et génératrice. Puisqu'il y a 3 vecteurs en dimension 3, vous pouvez simplement montrer qu'elle est libre. Soit, grâce au théorème 8, vous pouvez calculer le déterminant de cette famille, grâce à la formule qu'on a vue pour le déterminant en dimension 3, parce que pour l'instant on ne connaît pas d'autres formules, et regarder si ce déterminant vaut 0 ou pas. Je vais vous écrire le calcul. Donc, on veut calculer le déterminant de ces 3 vecteurs, c'est-à-dire on doit connaître la matrice de ces 3 vecteurs dans la base canonique. Alors, le vecteur 1, 2, 3, c'est coordonné dans la base canonique, c'est 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. Donc en fait, on doit calculer le déterminant de ces 3 vecteurs. Par la formule qu'on a vue un petit peu plus haut, là, donc vous avez ici, en fait c'est 1, 2, 3, etc., etc., on va appliquer cette formule. Elle est assez imbuvable à retenir, donc il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Sarrus pour le calculer, qui consiste à, je recopie les 2 premières colonnes à côté, donc vous le faites soit au crayon de papier, à côté ou tout petit, enfin c'est juste pour vous aider pour le calcul, et puis ensuite, les 6 termes qui apparaissent ici, eh bien les 3 premiers sont obtenus en regardant les 3 diagonales, ici, et les 3 suivants, si vous regardez, avec les moins, ils sont obtenus en faisant les 3 anti-diagonales. Autrement dit, le déterminant de ces 3 vecteurs, il vaut 1 fois 1 fois 1, plus 3 fois 3 fois 3, plus 2 fois 2 fois 2, moins 2 fois 1 fois 3, moins 1 fois 3 fois 2, moins 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire 1 plus 27 plus 8, moins 6, moins 6, moins 6, c'est-à-dire 18, qui est différent de 0. Donc, par le théorème qu'on a vu juste au-dessus, cette famille est bien une base de R3. Enfin, dernière utilisation qu'on fait du déterminant, on s'en sert pour définir une orientation
dans un R espace vectoriel. Je m'explique. Donc vous avez E en R espace vectoriel de dimension n, quelconque, et vous connaissez B0 une base. Ça va un peu être votre base de référence. On dit qu'une autre base B est directe lorsque le déterminant dans la base B0 de B est strictement positif, et qu'une base B, une autre base B, est indirecte lorsque le déterminant dans la base B0 de votre autre base B est négatif. Donc en gros, ça vous permet de classer un peu les bases de deux façons, celle dont le déterminant dans la base B0 est strictement positif et celle dont le déterminant dans la base B0 est strictement négatif. Vous définissez ainsi deux types de bases, les bases directes et les bases indirectes. Et choisir une orientation, donc quand on dit qu'on va orienter un espace vectoriel, ça veut simplement dire on choisit une base de référence, celle que vous voulez, et toutes les bases directes, et on appellera base directe une base qui vérifie ça, et base indirecte une base qui vérifie ça. Vous avez déjà rencontré des bases directes et des bases indirectes en SI, je pense, mais voilà, c'est juste pour avoir vraiment la définition. Orienter un espace vectoriel, c'est simplement dire, voilà la base qui va être ma base de référence. Alors très souvent, c'est la base canonique, mais en théorie, vous pourriez choisir n'importe quelle autre base pour orienter votre espace.